dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Cet après-midi, je suis ravie d'être avec Vincent Darré, que j'avais très envie d'interviewer dans Décodeur. Ces nouveaux projets, dont toute une collection qui sort chez Monoprix, sont l'occasion d'une rencontre. Souvent présenté comme un dandy parisien, aussi joyeux qu'extravagant, Vincent Darré crée des intérieurs et des décors à son image, chic et décalés, baroques et luxueux, où l'artisanat d'art et les arts déco font bon ménage. Un style qui lui est propre et qui ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Vincent. Bonjour, mais c'est très gentil ce que vous dites. Merci. Si demain, vous arrivez à un dîner qu'on ne vous connaît pas encore et qu'on vous demande votre métier, comment vous vous présentez ? Ah mon Dieu, c'est bizarre que vous posez cette question parce que c'est la question la plus difficile pour moi. Je suis toujours très gêné de parler de mon travail et justement dans les dîners, au contraire de beaucoup de gens, je parle jamais de moi et j'essaye. Mais évidemment, c'est une question qui arrive. Donc, vous avez parlé des arts décoratifs et c'est exactement dans la filiale dans laquelle je me sens à l'aise. Je ne suis pas du tout architecte d'intérieur, même si je pense l'être un petit peu, mais je n'ai pas fait d'études, donc je ne peux pas avoir ce titre. Je me sens plus proche du mot décorateur. Et je fais des meubles, mais designer, je trouve ça très moderne. Ça me fait penser à du plastique, je ne sais pas, à de l'industriel. Et encore là, je pense que je fais plus un travail proche des arts décoratifs, en travaillant avec des artisans. Mais par exemple, pour Monoprix, c'est totalement différent. Ce n'est pas les mêmes artisans, mais c'est les mêmes idées. Ce qui est amusant, je crois, dans mon travail, c'est toujours de se renouveler et d'inventer, de se laisser aller, de rêver. Ce n'est pas la réponse à votre question. Donc, si on me dit ça, oui, je réponds peut-être designer et décorateur, tout en essayant d'expliquer mon travail. Mais après, comme je me sens un peu excentrique et un peu décalé des autres, je préviens tout de suite les gens en leur disant c'est pas un travail très classique. Je fais pas. Et puis après, on monte son portable et on montre ce qu'on fait. Et puis voilà, les gens sont déjà moins surpris. Vous avez travaillé pendant 20 ans dans la mode, Prada, Karl Lagerfeld, Moschino, Ungaro, et maintenant vous êtes plutôt dans la déco. Quelle a été la passerelle entre les deux ? Alors, la mode, c'est vrai, ça a duré 20 ans. Et j'ai commencé en plus par une école Mais au départ, je voulais faire des costumes de décor et des décors de cinéma et de théâtre. Donc au début, j'étais prêt pour faire des costumes et des décors, ce que j'ai fait à la fin de ma vie, puisque la preuve, maintenant, je fais des décors. Au début, j'ai fait des costumes. Et j'ai fait une première école qui s'appelait l'Académie Roderer. Puis après, j'ai préparé le concours des arts décoratifs que j'ai raté. Et en revanche, j'ai commencé à sortir dans les fêtes et faire des vêtements pour mes copines. Et tout le monde m'a dit « Ah, mais tu dois faire de la mode aussi » parce que la mode n'était pas cette mode de maintenant. C'était les années 80. C'était le tout début de Thierry Mugler, de Montana, de Jean-Paul Gaultier. C'était une autre énergie dans Paris. Il y avait une joie de vivre et une envie de faire cette mode qui était plus expérimentale qu'un gros business comme c'est devenu. Et donc, je me suis parti là-dedans. J'ai fait le Studio Berceau avec une école de mode à Paris, avec une directrice qui s'appelle Marie Rucki, qui est un personnage assez étrange. C'est un petit peu l'équivalent de la Saint Martin School française, parisienne. Et elle apprend aux gens à développer ce qu'ils ont de plus personnel en eux. Et avec moi, on s'est tellement bien entendu. À la fin, j'habitais même chez elle. Enfin, moi, j'ai des rapports très familiaux avec mes amis. Donc, à la fin, ça finit toujours que ça devient une deuxième famille. Et après, j'ai commencé chez Yves Saint Laurent, très jeune, mais je me sentais très... C'était en fait notre rêve à tous. À l'époque, Yves Saint Laurent, c'était le dieu. Mais une fois qu'on entrait dans cette maison, elle était très classique. Et moi, c'était l'époque où je sortais au Palace. Et j'ai quitté Yves Saint Laurent pour suivre Thierry Ardisson qui me proposait de faire une bande dessinée, Scoopy. C'était une espèce de roman photo où j'allais interviewer les écrivains. Pour vous dire qu'en fait...
toute ma vie et ma carrière a été toujours faite de surprises et de propositions inattendues que parfois les gens ont du mal à comprendre et qu'on me dit comme un touche-à-tout. Mais en même temps, moi, je le vois comme des jeux du hasard et justement apprendre tout de suite pour expérimenter et pour, en plus, varier son imaginaire. Et je trouve que c'est important. Bon, donc après, j'ai travaillé chez Montana. Et puis, j'ai commencé à faire des collections en Italie, dont évidemment Blue Marine, Prada, Mario Valentino, La Perle, enfin, il y en a des tonnes. Et j'ai adoré travailler en Italie parce que c'est le contraire de la France, c'est que c'est des familles qui tiennent les maisons. Donc, on a un rapport direct avec eux. Il n'y a pas des réunions de marketing et tout ça, ça n'existe pas. Et donc, c'est très agréable. Et puis après, je suis revenu à Paris et j'ai rencontré par le biais de Pierre Hébé, qui était son avocat, Karl Lagerfeld. Et donc, Pierre et Geneviève Hébé m'ont présenté à Karl, qui me connaissait déjà des années 80, mais il avait à l'époque une très mauvaise impression de moi. Et puis bon, des années 20 ans plus tard, j'étais devenu un peu plus calme. Et on s'est très bien entendu. Il m'a proposé au départ de travailler pour Chloé. Et justement, quand il a vu que j'avais pas un caractère de quelqu'un qui allait tous les jours au bureau, j'arrivais pas. Et il m'a dit, mais toi, tu es fait pour l'Italie. De toute façon, j'ai des Fendi, là. Il faudrait quelqu'un qui fasse mon bras droit là-bas parce que ce n'est pas possible. Alors, ça va être n'importe quoi. Il faudrait que tu sois là-bas. Et donc, comme j'avais une très bonne expérience de l'Italie, que je parle italien couramment, et ben, je suis parti. J'ai fait 6 ans être son bras droit auprès des sœurs Fendi et de Sylvia Fendi, qui à l'époque développait la baguette, la fameuse baguette. Voilà. Et donc la passerelle avec la déco. Ah oui, c'est vrai, j'ai perdu. Faut faire attention avec moi parce que moi, je me perds dans les méandres. Donc, après Karl, j'ai compris, je lui ai dit, ah, mais Karl, il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour moi. Et on m'avait proposé de faire directeur artistique chez Moschino. Et il a accepté. Je lui ai dit, moi, je veux rester ami avec toi, donc je veux surtout pas qu'on se dispute. Il a dit, oh, ben non, on ne va pas se disputer. Tu resteras toujours mon copain. Et donc, j'étais ravi. Je suis allé faire 4 ans chez Moschino. Et puis, d'être toujours en Italie, j'avais envie que... Et c'est là où on se rend compte à quel point la mode ou le parcours étaient devenus des carrières. Et j'avais perdu cette naïveté. Et j'étais devenu, à tout prix, je voulais faire directeur artistique d'une maison française. On m'a proposé Ungaro. C'était pas la maison pour moi, mais je l'ai accepté parce que je voulais vraiment revenir en France et puis avoir cette reconnaissance. Et j'ai fait Ungaro, ça s'est très mal passé parce qu'ils vendaient à l'époque la maison, si bien que je me suis fait virer au bout de 2 saisons. Et ça m'a permis, en fait, c'était mon plus gros contrat. Je n'avais jamais eu autant d'argent de ma vie. Donc ça m'a permis pendant 1 an de m'arrêter de travailler. Les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, mais c'est quand on se fait virer dans la mode ou non, je crois dans n'importe quel milieu, c'est très difficile parce qu'on se sent abandonné, on se sent perdu. Heureusement, moi, j'ai des amis de tous les milieux, donc ça m'a permis. Je sais pas, il y a certaines personnes qui m'ont dit que le téléphone ne sonnait carrément plus chez eux quand ils perdaient un boulot comme ça. Moi, ça n'a pas été le cas, mais ça a quand même le cas de se prendre une claque et d'être un peu paumé. Et je suis allé voir une exposition, je le raconte assez souvent, mais à Beaubourg, du dadaïsme. Et là, je me suis rendu compte, en voyant ça, je me suis mis même à pleurer. Je me suis dit, mais en fait, je me trompe complètement de carrière. Mais ce que je veux faire, c'est ça, c'est être libre et faire des choses que j'aime. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai un projet que j'avais depuis 10 ans, qui s'appelait la Maison d'Arrêt, et qui rassemblait la mode et le design. Et j'ai commencé à dessiner la mode. Et là, comme j'étais devenu très cynique, je n'avais plus rien à donner de nouveau. Tandis que la décoration et le mobilier, là, je délirais, j'étais complètement pur. Et je crois que pour inventer des choses nouvelles, il faut avoir cette naïveté. Et donc, je me suis dit, je vais abandonner la mode. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou. Je dis, non, j'ai plus rien à dire. Et en revanche, voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu. Je crois que la vie aussi, elle est faite de hasard, beaucoup. J'ai entendu que dans une interview, vous avez dit que vous sentiez plus metteur en scène que décorateur. Est-ce que vous confirmez et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que j'ai été élevé par... mon frère était un grand cinéphile et m'emmenait... J'ai passé mon enfance dans des salles de cinéma à voir des films en version originale non sous-titrée. J'ai découvert toutes les comédies musicales, Minelli, mais autant le cinéma des années 50, 60, italien, français. Et un rêve. En fait, des choses le cinéma m'a passionné pour... Justement, c'est la première fois que j'ai vu des décors et des costumes. Et je pense que je me vois plus metteur en scène parce que à chaque fois qu'on me propose un projet,
je le décrypte plus comme un scénario. En fait, je commence à raconter une histoire. Ce que je faisais aussi dans la mode, quand je faisais Moschino, je racontais une histoire. Et là, je raconte une histoire qui s'adapte à chaque projet. Et je le fais vraiment comme un scénario. Si je fais la décoration d'Inès Sastre, je me dis, ah bah c'est une actrice espagnole, Pandora, Wagner, et donc je fais un décor comme ça. Quand c'est chez Schiaparelli, je pense à Funny Face, cette comédie musicale de Minelli, où il y a une vision de Paris et de la haute couture vue par Avedon. Et c'est ça que je vois. Et donc, à chaque fois, l'Hôtel Montana, pareil. Et je pense que... Et moi-même, je me pense aussi comme un acteur de ma propre vie. Comment vous définiriez votre style côté déco? C'est un style qui est plein de références. Les gens disent tout le temps surréaliste et tout ça, mais il n'y a pas que le surréalisme, il y a aussi le baroque, la Renaissance italienne, et aussi beaucoup de choses qui m'ont frappé. Moi, je reste aussi un enfant du palace, et j'ai connu à l'époque André Poutman, qui a été la première à m'aider, Pierre Le Tan, des gens comme ça qui m'ont ouvert tout l'univers des années 40, de Bérard, tout ça. Et puis après, j'ai vu les revues de l'Œil qui sont sur la décoration et sur l'art, et qui m'ont beaucoup marqué. Et en fait, toutes ces références, c'est comme classé dans mon cerveau, et je m'en sers tout le temps. Et mon style, évidemment, il est en référence de tous ces excentriques qui peuvent être comme Tony Duquette ou Emilio Terry ou Carlo Molino, qui sont en fait des gens qui ont une perception de leur travail plus onirique que réaliste. Donc, si je vous demande quels sont les courants ou les personnalités que vous admirez, c'est un peu toutes ces personnes que vous nous avez citées? Ah oui, mais c'est infini. Il y a tellement de gens que j'admire. Je ne sais pas, moi je peux évidemment admirer Fellini pour tous les décors de Casanova, Godard pour ses aplats de couleurs dans ses décors, et puis après évidemment des gens comme on vient de dire, de décorateurs plus classiques. Mais je pense que j'admire un style, par exemple la Californie, l'atelier de Picasso dans la Côte d'Azur, c'est pour moi la décoration la plus élégante qui existe, or que c'est le contraire de la décoration. Mais c'est là où peut-être je me sens un petit peu décalé par rapport à des décorateurs classiques. C'est moi, mon univers, il est totalement libre et sans frontières. Sur le surréalisme et le dadaïsme dont vous parliez, comment ça s'exprime en déco, ces courants-là? Eh bien, par exemple, quand je fais un meuble en forme de langouste, avec un sommelier exactement, avec 7 tiroirs, je crois que c'est très proche du surréalisme. Et j'aime bien aussi faire des jeux de mots sur les titres des objets. Par exemple, il y a eu le miroir fémur, il y a la chaise vertébrée, il y a, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Et aussi, j'aime le dadaïsme et le surréalisme parce que j'ai été aussi beaucoup inspiré par le punk. Parce que j'ai commencé à sortir en 77, c'était le moment où il y avait le punk et en même temps la disco. Et j'aime cet esprit anarchiste. Aussi, je suis né dans une famille de gauche. J'ai fait mi-68 avec mes parents. Ma mère était une féministe acharnée, pour l'avortement, pardon. Et donc, j'ai vécu mon enfance aussi et mon adolescence avec des gens qui n'étaient pas conventionnels. Et je retrouve dans cet art-là quelque chose qui n'est pas conventionnel. Et ça me permet... Je crois qu'il y a de l'humour, voilà. Or que dans mon travail, j'essaye toujours d'avoir de l'humour parce que je pense que c'est la chose qui donne aux gens le plus envie de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation aussi? Ah ben oui, mais évidemment, mais la provocation, elle n'est pas voulue. Je crois que j'aime pas les gens qui veulent provoquer pour provoquer. Je trouve que c'est plus intéressant d'être naturel et d'être soi-même et peut-être de provoquer par courage. Parce que vous parliez tout à l'heure des grands décorateurs classiques. La déco, elle est quand même assez codée. En plus, aujourd'hui, il y a quand même des grandes tendances assez marquées que tout le monde suit globalement. Vous êtes un peu en décalage avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un peu comme dans la mode, où il y a des gens qui suivent les tendances et puis d'autres qui sont un peu à part et qui ont un propre style qui est le leur, qui fait un peu peur, mais peut-être qu'à la fin du compte, ça sera peut-être un style qui
qui sera tiens, c'était quelque chose d'étonnant ou voilà. Moi, je pense toujours qu'il y aura quelqu'un qui ira au puce et qui verra un meuble en forme d'hippocampe et qui se dira mon Dieu, quel est le fou qui a fait ça. Ben, ça me plaît. Mais pour les autres décorateurs, moi j'aime bien parce que c'est cette période de minimaliste et le contraire de ce que je fais. Et ça me fait plaisir. J'aime bien être en contradiction. C'est plus drôle que de suivre ou de... Voilà, je suis arrivé dans la mode en jetant des couleurs très fortes et en faisant ma première collection, ça s'appelait Ossobuco, qui était un hommage avec tous les ossements et un cabinet de curiosité. Évidemment, ça a choqué, mais moi, je trouvais pas ça choquant. Mais évidemment, les gens, ils se sont dit, mais il est complètement fou. C'était bien tout au début où ils ont commencé à avoir des têtes de mort. Maintenant, c'est même banal, quoi. C'est important d'avoir une signature pour se distinguer des autres ? Oui, mais encore dans ce cas-là, c'est comme de provoquer. La signature, elle vient naturellement. C'est pas forcé. Je pense que les choses forcées ne réussissent pas. Et on ne lance pas un style en se forçant. Le style est là parce qu'on l'a d'une manière innée. Et alors, comment on donne un style à un intérieur ? Vous, sur quels éléments vous misez ? Moi, j'aime bien... J'ai justement été, je crois, maintenant le papier peint est très à la mode, mais je crois que j'étais un des premiers à mettre beaucoup de papier peint parce que je trouve qu'une pièce qui n'a pas des jolies proportions, un papier peint, ça lui donne une autre dimension. Encore plus les panoramiques. Les panoramiques ouvrent une pièce et la rendre, c'est comme un voyage. Après, il faut faire attention, mais ça, tous les décorateurs font ça, faire attention aux lumières. Il ne faut pas une lumière, une seule, il en faut plusieurs. Mais moi aussi, j'ai une gamme de couleurs. Les gens me demandent toujours quel rapport j'ai encore avec la mode. Et ben, je crois que c'est justement avec les couleurs, parce que j'ai une gamme de couleurs très variée. Je n'ai pas peur des couleurs. Et même, ça m'amuse d'en rajouter, de les mélanger. Et je trouve qu'en fait, bizarrement, ça réchauffe une pièce, quand il y a plusieurs teintes mélangées, plus qu'une seule teinte, genre, moi, le beige, je peux pas. Mais oui. C'est quoi un intérieur, un décor réussi ? C'est quand on pense qu'il a toujours été là. Je pense que c'est ça la plus jolie compliment. C'est de pas avoir l'impression... Mais c'est comme les vêtements. En fait, quand on sait qu'on porte des vêtements de marque, c'est ridicule. Et la décoration, quand on voit tout de suite qu'il y a un décorateur qui est passé là, c'est un peu gênant. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout ? Est-ce qu'il y a justement une faute de goût, par contre, qu'il ne faudrait pas faire ? Justement, je crois que la faute de goût, c'est les gens qui ont peur du mauvais goût. On parlait de beige, les gens qui mettent une photo noir et blanc avec une orchidée blanche sur une console en bois meurisé. Ça me fait tellement flipper que je préfère... Je préfère des fleurs en plastique avec un apron en crochet sur une table. D'où vient ce goût, cette fantaisie ? Je crois que j'ai parlé de ma famille, je crois que ça vient de là. C'était des gens qui poussaient mon originalité sans la restreindre. Et ça, j'ai eu la chance. Et la chance d'avoir une mère qui m'emmenait voir... quand j'avais 12 ans, le spectacle de Bob Wilson, Le Regard d'un sourd, Alfredo Arias, le Magic Circus, tout ça a complètement développé mon imaginaire. Et en plus, j'ai vu, en fait, si je suis frappé du surréalisme, c'est parce que j'ai vu une exposition du surréalisme avec ma mère quand j'avais 10 ans. Donc je pense que cette originalité, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais ça me vient de là. Je crois que l'éducation et ce qu'on a de l'enfance est une chose qui vous marque à vie et que vous reproduisez indéfiniment. Vous diriez qu'avec les années, vous vous assagissez ou c'est plutôt le contraire ? Ah non, je m'assagis, heureusement. Parce que... non, mais déjà... avant, je sautais sur les tables, je dansais. Je continue à danser, bien que je ne devrais plus, mais j'adore ça. Je crois que la danse est quelque chose qui donne une liberté. Et puis moi, au début, je faisais des claquettes. Quand j'étais jeune, je voulais faire des comédies musicales, donc je faisais des claquettes. Donc en fait, j'adore danser. Mais je me suis assagi aussi parce qu'avant, je comprends qu'il faut faire des concessions. Je comprends qu'il faut être... Avant, j'étais punk, quoi. J'étais agressif. Je veux dire, quand Karl m'a rencontré, André Poutman a dit « Vous devriez engager Vincent Darré, c'est un génie !» Et lui, dans les années 80, m'avait vu danser sur les tables au Palace. Il a dit « Oh, non, je ne veux pas de cette petite folle prétentieuse. » Voilà. Je crois que j'ai changé, que je ne suis plus cette petite folle prétentieuse. Enfin, j'espère.
Mais je pense aussi, je vois, parce que depuis que j'ai travaillé à la rue Royale, ça fait 15 ans en fait que j'ai commencé le projet de la maison d'arrêt. Et avant, je piquais beaucoup de crises de nerfs parce que j'avais peur, j'étais dans la peur. Maintenant que je commence à réussir, je suis plus posé. Peut-être aussi parce que mon style et les gens le reconnaissent, il y a quelque chose. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand les gens dans la rue ils me disent « Ah, mais c'est magnifique ce que vous faites ». Avant, on me disait « Ah, c'est génial comment vous êtes habillé ». Ben, maintenant, on me parle de ce que je fais et c'est le plus beau des compliments. Quand vous avez créé Maison d'arrêt, vous venez d'en parler, quel était votre désir, votre ambition par rapport à ça? Ben, c'était justement, j'avais passé 20 ans à travailler pour les autres et enfin, j'allais faire, parce qu'avant, justement, quand vous me demandiez, quand on arrive dans un dîner, comment vous vous définissiez, bah, à l'époque, quand on me disait, vous faites quoi, eh ben, je ne savais pas quoi dire, parce que je disais, oui, je travaille pour un tel, mais je n'avais pas de style. Et avec la maison d'arrêt, j'avais peur, mais en même temps, j'étais libéré, je réalisais des rêves. Je pense que le principal dans la vie, c'est de réaliser ses rêves et de ressembler à ce qu'on voulait ressembler, à quoi ressemblant, enfin ressembler à ce qu'on pensait devenir quand on était adolescent. Tout le monde a des rêves. Quand on est adolescent, ah oui, je voudrais faire ça, je voudrais faire ci. Eh bien, j'ai commencé un peu tardivement à comprendre qu'il fallait le réaliser. Mais en même temps, je pense toujours à André Poutman, qui elle aussi a fait ça très tardivement. Alors, Maison d'arrêt, vous avez pas mal de projets et c'est aussi un appartement boutique. Comment vous l'avez imaginé, ce lieu? Au départ, je vous disais, c'était rue du Mont-Tabor et ça commençait comme un cabinet de curiosité où je voulais que les gens, les amis viennent participer. Il y avait donc Pierre Le Tan qui avait fait un imprimé, Olympia Le Tan qui commençait à faire ses sacs, les présentait là. Yas Bouquet qui faisait ses objets en plexi venait aussi les présenter. Je mélangeais Martial Béraud qui est un ami artiste argentin qui avait fait ses bijoux. J'avais fait une exposition, mais je présentais mes meubles mélangés avec d'autres gens. Parce qu'en fait, ce que je trouve très important dans la vie, c'est d'avoir des amis et d'être fier de ses connaissances et de leurs talents et de les mettre en valeur. Et c'est pas généreux, c'est qu'en fait, ça vous apporte encore plus à vous. Et c'est ce que j'ai fait au départ. Et puis après, ça a duré 10 ans, la rue du Mont-Tabor. Mais on faisait des fêtes et les gens étaient dans la rue, ça dansait. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'était un mélange, mais parce que moi, j'étais justement, on revient au palace, mais moi, j'étais élevé dans cette idée où on doit mélanger les générations. Et dans mes fêtes ou dans mes dîners, j'aime mélanger les univers, les métiers, les gens, les écrivains, les artistes, tous les gens de la mode, les gens du cinéma. Je pense que ce qu'il y a de plus horrible, c'est les gens d'un même milieu. Des fêtes de communistes ou alors des fêtes de féministes ou des fêtes d'homosexuels ou des fêtes de gens qui sont tous d'un même milieu, des fêtes du cinoche, c'est chiant. Par contre, mélanger les gens, ça devient drôle. Enfin, c'est ça. Ah oui, mais voilà, j'ai encore déliré dans mes réponses. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Non, parce que je peux rebondir comme ça. Vous présentez aussi bien des meubles et objets que vous avez dessinés que ceux d'autres designers et des antiquités. Exactement. Ça, c'est ce que j'ai fait rue Royale, où là, je voulais vraiment... C'était un grand appartement qui avait des boiseries 18e, un parquet Versailles, classé monument historique. Et là, je m'amusais vraiment à faire un hommage aux arts décoratifs, avec des gens comme Lison de Caunes, qui fait la marqueterie de paille, ou Manuela Paul Cavalier, qui est une grande doreuse, qui fait partie aussi des grands ateliers de France. Et mélangeant, j'avais fait toute ma collection avec donc ces grands artisans. Et je demandais à des gens comme Mathias Kiss ou à Osanna Visconti ou à Eric Schmidt de mettre des objets à eux et aussi à mes amis qui ont des galeries d'antiquités comme Pierre Passebon, comme Rapin, comme Alexandre Biaggi. Donc j'adore le goût et je trouvais ça intéressant de faire un mélange et que ça représente les arts décoratifs, mais dans un mélange, que les gens puissent imaginer. Puis c'était aussi un hommage à Janssen, qui était dans la rue Royale lui aussi, où c'était des grands appartements où on pouvait voir un exemple de décoration. Et je trouvais ça intéressant.
Après, je crois que personne n'a rien compris, mais c'est ça qui m'amuse, c'est qu'en fait, ça va être quelque chose qui va être repris après et que ça va faire un commerce dément. Mais moi, je ne suis pas doué pour le commerce. Comment vous imaginez le mobilier quand même que vous dessinez, que vous vendez? Oui. Comment vous travaillez? J'imagine que ça part d'un dessin que vous C'est faites. totalement sur le dessin. En fait, je vous disais tout à l'heure, j'ai plein de références dans la tête et après, j'ai une page blanche et je me mets à laisser glisser le stylo et j'invente comme ça tout ce qui me passe par la tête. Et après, je fais un tri et après, je retravaille, je sors des bouquins, des références et je pars dans une idée. Mais ça me vient vraiment par le hasard. C'est comme le hasard de l'amitié, comme le hasard de la vie. Je pense que c'est ça qui vous laisse la plus grande liberté. Et vous fixez pas des collections, par exemple, à créer Non, régulièrement? en fait, elles arrivent par hasard. Là, par exemple, je fais une collection qui va s'appeler Insomniac Collection, qui est sur le rêve et la psychanalyse. Et c'est comme ça, c'est une accumulation de choses qui me viennent en tête. Il y a un buffet Buffalo, et puis il y a une lampe nuage. Enfin, c'est vraiment des idées qui me passent et que je fais. Mais cette collection peut être durée comme ça, je peux rajouter des objets au fur et à mesure. Je ne sais pas. C'est ça qui est bien dans la décoration, c'est que dans la mode, on fait une collection et de toute façon, elle va durer le temps d'une saison. Tandis que dans la décoration, on fait une collection, mais elle doit durer longtemps. Donc j'ai fait, depuis que j'ai commencé, j'ai fait Ossobuco, la collection Ossobuco. Après, j'ai fait une collection hommage au surréaliste qui s'appelait Allo Dali. Après, j'ai fait une hommage au cubisme, ça s'appelait Cadavreski. Et après, j'ai fait la collection Renaissance de la rue Royale. Et donc maintenant, je fais cette collection qui s'appelle Insomniac Collection. Et parallèlement, bon, par exemple, le truc de Monoprix, ils m'ont dit, et c'est ça qui était joyeux, c'est qu'ils m'ont parlé, ils m'ont dit, ah, vous avez carte blanche. Est-ce que vous avez un thème? Ah, on vous voit bien pour Noël. Ah, je dis, ah non, non, Noël, je déteste Noël. Parce que je trouve ça triste, ces arbres de Noël, tous ces faux cadeaux et tout ça. Ça me fout le cafard. Et donc, j'ai dit, non, non, moi, je suis de l'été, j'aime le soleil. Et je leur ai dit, on va faire un truc, ça va être le déjeuner sur l'herbe. Et ça a été le départ d'une idée de féerie autour du déjeuner sur l'herbe qui peut faire penser à Conte d'une nuit, comment ça s'appelle? Le conte d'une nuit? Mon Dieu, le truc de Shakespeare. Songe d'une nuit d'été. Songe d'une nuit d'été. Donc, en fait, c'était l'idée d'un pique-nique où tous les animaux de la forêt venaient participer. Les salières et les poivrières, c'est des coccinelles. Il y a une lampe abeille. Il y a un petit fauteuil de jardin qui est en forme d'oiseau. Il y a des pichets qui sont en forme de poisson. Il y a une théière en forme de canard. Enfin, c'est infini. Et c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est c'est vraiment, en fait, je pense que mon travail, c'est pas un travail, c'est de réaliser des choses qui m'amusent. J'aime m'amuser. Je n'aime pas les travails ennuyeux. J'aime pas le travail quand il paraît laborieux. Et un peu, ça, Karl disait la même chose. En fait, qu'on a une chance, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Donc, parler de travail, c'est prétentieux parce qu'on fait vraiment, on réalise des choses inimaginables. Et vous, je crois que ça vous tient à cœur de travailler, d'être un peu une vitrine de l'artisanat français, l'artisanat d'art un peu? Oui, ben ça l'a été pour toute cette collection Renaissance où j'ai travaillé avec des grands artisans. Et là, la collection sur la psychanalyse, je l'ai fait avec des ateliers à Rome, un fou furieux qui est une grande famille de collectionneurs. Chambly, c'est la même famille que le peintre Chambly. Et c'est au Trastevere, un atelier merveilleux. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, quand on rencontre les artisans, on n'est pas seul, c'est un dialogue. Et ça vous apporte beaucoup, parce que souvent on dessine et ça part dans des ateliers et on ne le voit pas. Tandis que quand on travaille avec des artisans, c'est comme la haute couture. On a des essayages, on regarde, on peaufine. Et ça, c'est justement le contraire de Monoprix, où Monoprix, c'est le prêt-à-porter. Donc là, tout d'un coup, les objets, on les dessine, ils partent. On a une fois pour le rectifier, mais pas plus. Et ça, c'est deux... Moi, j'aime les deux choses, en fait. C'est que l'évidence, elle est dans la réalisation. Et puis, s'il y en a qui sont très longs et qui sont des objets qui vont rester dans le temps, et d'autres qui sont justement des objets qui sont faits avec la même passion, parce que je pense que
j'essaie dans mon travail, même pour n'importe quel projet, d'appliquer une passion. Même si je fais la bouteille de Cointreau, je ne vais pas le faire comme un truc qui m'a pas d'intérêt. Je vais le faire en m'amusant, en essayant de se rechercher dans leurs archives et de trouver quelque chose qui a une cohérence. Là, je fais une cuisine avec Mobalpa. Ben, c'est la même chose. C'est que j'essaye de me dire, mais qu'est-ce que j'aurais envie comme cuisine? Alors que je déteste cuisiner d'ailleurs. Voilà. Juste, je reviens au Monoprix. Sur le principe, vous avez deux univers qui sont très différents, voire un Oui. peu opposés. Comment s'est passée la rencontre? Vous avez accepté tout de suite? Ce sont eux qui sont venus vous chercher? Comment ça s'est Oui, passé? ils sont venus me chercher. Alors, le plus incroyable, c'est que c'est Diane Ducasse qui fait une collection là qui vient de sortir, qui est en fait, qui travaillait avec moi, qui était mon assistante. Et, après, je lui ai dit, mais ne reste pas avec moi dans le design et tout ça, fais de la mode, parce qu'elle venait du studio Berceau. Et elle a commencé, maintenant, elle a une ligne. Et c'est par elle que j'ai rencontré le Monoprix, ce qui est encore plus absurde, quoi. C'est mes assistants qui me trouvent du boulot. Et j'ai découvert cette équipe qui est vraiment merveilleuse. Mais ils font des collaborations avec India Madavi, avec Bella Freud qui fait des terres cuites. Et donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, et ce qui est incroyable de Monoprix, c'est que là, il va avoir aux Arts Décoratifs une exposition sur tout leur travail, parce qu'en fait, on pense Monoprix, Uniprix était la même marque, et dans les années 60, c'est eux les premiers qui ont fait le mobilier en plastique, qui était incroyable. Donc, ils ont vraiment une histoire avec le design. Et c'est ça qui m'a amusé, c'est que c'est des gens totalement libres, parce qu'ils m'ont laissé vraiment totalement libre de faire ce que je voulais, et en même temps avec un savoir-faire industriel extraordinaire, parce que ils ont fait des miracles. Ah bon, pourquoi? Parce que mes objets, ils sont pas faciles à faire, hein. C'est des trucs justement d'habitude que je fais avec des artisans, et là c'est industriel, ça doit être parti en plusieurs pièces, ça doit se démonter, ça doit se monter, voilà, et ils ont fait ça, mais en s'amusant. En plus, c'est ça, ils ont compris que ma collection était ludique et ils l'ont réalisé de la même manière. J'en reviens juste au dessin parce que qu'est-ce que ça vous apporte? Vous disiez, vous êtes mondain, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais le dessin, c'est quelque chose de plutôt solitaire. Qu'est-ce que ça... Justement, heureusement, c'est le moment où on est seul. Et moi, c'est le moment où, en fait, dans la vie, où j'ai le plus de plaisir, à part être au bord d'une plage. Mais de dessiner, c'est un moment, c'est un voyage, et on est seul. Et en même temps, on n'est pas seul, parce qu'il y a cette feuille qui vous donne plein d'idées, plein de projets, et qui vous permet de vous évader. C'est le seul moment où le temps n'a plus d'importance. Et à la fin de la journée, on est tellement satisfait d'avoir fait quelque chose. On regarde ses dessins, on est tout content. Et mondain, c'est justement après, quand arrive le soir, qu'on a fait tout ça, on a envie de voir plein de gens. Ce qui est maintenant un peu difficile, mais je pense que justement, quand on parlait des amis, je pense que si j'avais pas été mondain, j'aurais pas rencontré tous les gens extraordinaires que j'ai pu rencontrer et qui m'ont... Je veux dire, avec Ariel Dombal, on a des projets tout le temps de films, de théâtre, et ça, c'est ça qui vous donne... qui vous empêche de vous empêtrer dans l'habitude. Mais justement, il n'y a plus de soirée. Comment vous vivez ce confinement? Le premier confinement, je l'ai vécu très bien. J'en ai profité pour faire un livre qui va s'appeler Le Petit Théâtre de Vincent Darré, qui est sur les décors éphémères que j'ai faits. Et là, en ce moment, j'ai un peu moins de plaisir. Parce que je trouve on vit, et en même temps, on a l'impression qu'on vit à moitié. Et voilà. Et ça m'angoisse beaucoup, mais en même temps, c'est un truc à passer. Mais je sais très bien que tout va repartir. Ça vous permet aussi peut-être de vous recentrer, de penser au travail. J'ai plein de boulot, donc touchons du bois, ça va. À quoi ça ressemble chez vous, votre intérieur? Là, vous êtes dans mon ancienne maison, qui est devenue maintenant mes bureaux. Mais mon nouvel intérieur est merveilleux. Je me réveille le matin, je dis, mon Dieu, mais quelle chance j'ai d'habiter là. Et c'est comme un jardin suspendu, un petit palais avec des trompe-l'œil féeriques. Isabelle Adjani est venue chez moi et elle m'a dit, c'est incroyable, on a l'impression de rentrer dans un de tes dessins. Voilà, c'est un peu ça ma nouvelle maison. C'est comme de rentrer dans un de mes dessins. Quelle est votre pièce préférée, celle dans laquelle vous vous sentez le mieux? C'est ma chambre.
Ma chambre, elle est vitale. Mon lit, je l'aime. J'aime rêver et j'aime dormir et j'aime le matin prendre mon petit déjeuner. Je pourrais passer des journées dans le lit. Mais c'est plus difficile pour travailler, pour dessiner. C'est facile pour écrire, mais pas pour dessiner. Oui, c'est ma chambre préférée. Voilà, ma pièce préférée, c'est la chambre. Et si vous devez partir soudainement avec 3 meubles ou objets chez vous, lequel vous emportez ? J'ai une main fétiche qui vient de mon arrière-grand-père, qui est une main en bois qui tient un pinceau. Ça, c'est sûr. Après, évidemment, je prendrai une veste en velours, parce que je ne peux pas vivre sans une veste en velours. Et puis, des objets, plutôt objets, pas de livres, je partirai. Si, des livres, c'est possible. Est-ce que vous voulez ? Oui, évidemment, moi je prendrais des livres quand même, parce qu'un objet, qu'est-ce qu'on fait ? On le regarde et puis c'est tout. Par contre, qu'il faut se dépêcher et partir, oui, je prends une veste, 7 mains et des livres. Et vous allez où ? Je vais au bord de la mer. Si vous me donnez le choix, je vais au bord de la Méditerranée, évidemment. Au bord de la Méditerranée ? Oui, mais c'est mon rêve, ça, c'est d'avoir une maison au bord de la mer. Qu'est-ce que vous avez comme projet, justement ? Alors, en ce moment, j'ai un projet avec, comment ça s'appelle, Airbnb, ceux qui louent des maisons. Airbnb. Voilà, Airbnb, pas Airbnb, Airbnb qui fait, ils ont demandé à des artistes, des décorateurs d'investir des lieux et de créer une chambre où les gens iront dormir. Et je le fais à la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. Et je suis ravi, parce qu'évidemment, moi, mon Cocteau, c'est mon maître. Donc, voilà, je vais faire une chambre en refaisant des fresques. J'ai fait un parallèle, justement, entre Milly-la-Forêt et son ancienne vie qui était sur la Méditerranée, dans la villa Santo Sospiro. Donc, je ramène le soleil à Paris. J'ai ça. Après, j'ai un restaurant qui va être fait avec des Bretons. Donc, on a un takeaway. Et à côté, un grand restaurant, ça va être vers Saint-Paul. Après, j'ai donc mon livre là qui va sortir. Je présente ma collection Insomniac Collections chez Pierre Passebon dans la Galerie du Passage à partir de juin. J'ai la collection de Monoprix, évidemment, dont on parlait, qui va sortir à Pâques. Après, je suis en train... moi, quand je parle du boulot... Mobile Pack, je vais faire une cuisine. Après, c'est absurde, je suis sur un groupe d'immeubles. Enfin, ça, j'ose même pas en parler, tellement je trouve que ça me tombe du ciel. Et je vais travailler avec Elisabeth Lemercier, qui est une architecte, qui est la sœur de Valérie Lemercier, avec qui j'avais travaillé sur le Montana. C'est eux qui avaient fait l'architecture du Montana, que c'était cette façade noire qui avait beaucoup choqué à Paris. C'est des artistes, le contraire de moi. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec d'autres gens, parce qu'eux, ils sont ultra modernes, c'est des vrais archis purs et durs, et moi, j'amène le baroque. Après, mon Dieu, je ne sais plus, je perds la tête. Vous n'arrêtez pas, c'est déjà pas mal. oui, c'est vrai. Où est-ce que vous trouvez l'énergie ? L'énergie, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas difficile. J'aurais plus d'énergie et de difficulté à aller dans des dîners ou des choses comme ça, qui maintenant parfois m'ennuient. Mais le travail, quand c'est aussi varié, ce qui est important, c'est de ne pas faire tout le temps la même chose. C'est de se lancer dans un projet qui vous apporte de la nouveauté. Quand je ne suis pas du tout le genre à répéter, parce que ça m'ennuie de répéter. En fait, je me suis déjà lassé. Dès que j'ai fait un truc, j'ai envie de le voir réalisé. La collection de Monoprix, on a mis 2 ans à les réaliser. C'était très long. Et donc, j'ai dû me taire pendant 2 ans. Je n'arrivais pas. Je me disais, mais j'ai envie de parler de cette collection. J'ai envie de parler. Et puis maintenant qu'elle sort, j'ai l'impression, en fait, que c'est une chose que je connais depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je vois pas de fatigue dans les projets. Je vois plutôt encore plus d'excitation. Plus on a de projets, plus on est excité. Et quel est le projet le plus fou dont vous rêvez, qu'on pourrait vous proposer ? Ou un hôtel au bord de la mer, ou un château. Décorer un château ? Ah ouais, ça c'est la Belle et la Bête, quoi. C'est le comble du rêve, justement, de se dire décorer un château, c'est l'enfance, c'est les contes de fées. Bon, l'appel est lancé. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Darré. Merci infiniment. Au revoir. C'était très joyeux. Merci, au revoir. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi.
Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.